Bonjour, je suis Avner Baren, je suis professeur du CNAM sur la chaire de statistique et données massives et vais donc vous parler des modèles sur le Covid-19. L'idée n'est pas de vous expliquer ce qu'est le SRAS puisque je ne suis absolument pas spécialiste. Par contre, vous expliquer comment sont construits les modèles, quelles sont leurs limites, quelles sont leurs utilités. Ça va être le but de cette présentation. On voit beaucoup de courbes apparaître dans les différents médias, principalement papier, montrant l'évolution sur une courbe cumulative. Et c'est très joli, beaucoup plus explicite que des tableaux de chiffres. Néanmoins, il serait bon de garder à l'esprit qu'il y a une certaine subjectivité dans la présentation et que toute présentation a un but. Et donc nous allons essayer de voir un petit peu comment cela fonctionne. Par exemple, vous pouvez noter que le début de la courbe a été synchronisé sur les 30 premiers cas. On pourrait aussi synchroniser par rapport à la date, par rapport à un pourcentage de la population affectée ou par rapport à d'autres critères. Et dans ces cas-là, les modèles que nous en tirerions seraient sensiblement différents et donc probablement les conclusions aussi. Notez que nous n'allons pas parler de prédiction car c'est un terme en anglais qui a une ambiguïté entre prédiction et prévision. La prédiction en français concerne les astronomes et les astrologues. Nous laisserons donc ceci à d'autres personnes. Nous allons nous intéresser aux prévisions, c'est-à-dire ce que peut donner un modèle. Nous avons vu aussi beaucoup ces représentations avec cette courbe aplatie en haut à droite ou en bas à gauche et dont le but était de ralentir l'épidémie et surtout de ralentir le pic. Comme l'explique très bien Angela Merkel, le taux de reproduction, ce qui est en fin de compte le taux d'exponentiel, est la manière dont va monter cette courbe. Dans un début d'épidémie, on a toujours un aspect exponentiel, plus ou moins fort, et ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de l'exponentiel. Sommes-nous arrivés à un plateau, à un pic? Tout cela peut se discuter, mais ce que nous voyons en bas à droite, c'est ce que vont permettre les modèles de voir, en fonction des différentes interventions, quelles sont les manières d'aplatir cette courbe. Pourquoi veut-on aplatir la courbe? Tout simplement pour qu'elle monte moins haut, et si on veut qu'elle monte moins haut, c'est tout simplement que le but de ces modèles va être d'éviter un engorgement des capacités hospitalières. Notez que quand vous aplatissez la courbe, vous l'élargissez aussi, et donc ceci veut dire que la durée de l'épidémie va augmenter. Elle va augmenter, mais elle sera plus facilement gérée, et donc à la fin, elle fera moins de décès. On peut le faire sous une forme aussi cumulative, comme nous le voyons sur la droite, comme nous l'avons vu sur le premier schéma. L'intérêt de l'exponentiel est de voir en combien de temps le nombre de cas va doubler, tripler, en 2 jours, 3 jours, 5 jours, permettant de voir la rapidité de l'expansion d'une épidémie. Évidemment, ceci est fait sous des hypothèses extrêmement simplificatrices et a surtout un intérêt pour comparer l'évolution dans différents milieux. Si vous prenez le bateau, le Diamond Princess par exemple, on arrive à des R0 d'environ 15, ce qui veut dire que l'épidémie se propage extrêmement vite au sein d'un bateau. Probablement qu'au niveau du Charles de Gaulle, on arrive à des taux relativement similaires. Diminuer le R0 en dessous de 1 est évidemment un but qui permet d'éteindre l'épidémie au sein d'une population. On voit par exemple dans le cas de la Chine, probablement que le R0 est descendu en dessous de 1, l'épidémie s'est arrêtée, néanmoins les voisins ont encore des foyers épidémiques, et donc on a une réinfection par l'extérieur. Donc descendre en dessous de 1 est effectivement un but, mais il faudrait que ce soit au niveau mondial pour réellement arrêter l'épidémie. Notez que le R0 est en général la combinaison de 3 choses, ce taux de reproduction de base, c'est-à-dire le nombre de personnes qui seraient infectées dans une population où on n'aurait pas de patients déjà infectés, est un produit d'une probabilité de transmission, généralement contrôlée par tout ce qui va être lavage de mains, masque de protection, un taux de contact qui est contrôlé par la distanciation sociale, c'est pour ça qu'on ferme les crèches, les écoles, c'est pour ça qu'on réduit les mouvements de population, et puis aussi la durée de la période contagieuse, qu'en général on essaye de contenir via des médicaments. Il serait déjà bon de connaître la période contagieuse, ça aiderait à pouvoir la faire, à pouvoir contrôler cette épidémie. Notez quand on dit ça que le R0 est un produit de choses que l'on estime. Donc le R0 est une estimation et concrètement on devrait plutôt avoir une idée d'intervalle de confiance sur ce R0 et on voit que suivant les endroits,
ce taux de reproduction de base peut varier entre, disons, 2 et un peu plus de 3. Ce qui change très fortement la réponse que l'on pourra avoir au niveau d'une population. Notez aussi que ce taux de reproduction de base est quelque chose de moyen. Il y a donc des gens ou des milieux dans lesquels il va être plus élevé et des milieux ou des personnes qui vont avoir des taux de reproduction plus faibles. Notez aussi que c'est très beau d'avoir des modèles, c'est très beau d'avoir un paramètre qui contrôle ce modèle, mais avec un modèle et un paramètre, on peut arriver à des choses très différentes et nous avons ici un exemple où une seule fonction avec un paramètre différent permet de dessiner au choix un éléphant ou la signature de Miro. On résume en général ça en disant que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles et nous pouvons voir qu'ils sont surtout utiles par rapport à un but donné. Tous les jours, on nous présente ce genre de chiffres qui ont l'intérêt de montrer où en est l'épidémie. C'est la version, on va dire, quantitative des courbes. On voit à peu près 100 000 cas aujourd'hui confirmés, sachant qu'on estime à peu près à 15-20% les symptomatiques par rapport aux asymptomatiques. Ça donne une idée du nombre de gens qui ne sont pas concernés. Revenons un petit peu sur ces chiffres. Que peut-on dire? Le nombre de nouveaux cas par jour est directement relié au nombre de tests que l'on fait. On peut regarder suivant les pays, et si l'on fait un graphe du nombre de tests par rapport au nombre de cas, on trouve une corrélation, un lien linéaire extrêmement fort. De même, le nombre de nouveaux décès n'est pas compté de la même manière suivant les pays. On a beaucoup discuté des morts dans les EHPAD, des morts au sein des foyers. On peut aussi noter qu'actuellement, la manière de compter les morts dans les EHPAD n'est pas extrêmement fixée. Évidemment, si on a le nombre de nouveaux décès chaque jour qui change, le nombre total de décès va aussi changer. L'échelle logarithmique n'a d'un sens qu'au début de l'épidémie, puisqu'elle va permettre de voir en combien de temps on double, triple ou quadruple le nombre de cas. Et ceci, évidemment, quand l'épidémie s'est installée, tout le monde n'est plus aussi susceptible et donc a beaucoup moins de sens. On voudrait prédire si le pic, si le plateau ou si le niveau élevé de l'épidémie va durer, et ceci ne peut se faire évidemment, comme toute prédiction de modèle, que si l'on a un intervalle de confiance autour, ou au moins une idée de la variabilité de la prédiction. On voit que les chiffres peuvent être discutés, on voit aussi que nous avons des estimations des modèles, et à partir de là, nous ne pouvons avoir qu'une estimation des prédictions. On a aussi parlé des décès excessifs, en parlant de données de l'INSEE. Les décès excessifs sont vus comme une différence entre les décès de cette année par rapport à l'année précédente. Néanmoins, il y a énormément d'autres causes de décès. On pourrait évidemment parler de l'épidémie de grippe qui cette année a été moins virulente que l'année précédente, mais dans les décès excessifs, probablement que le confinement fait diminuer de manière extrêmement forte le nombre de décès sur la route. Au passage, au-delà des chiffres sur le coronavirus, on aimerait aussi avoir beaucoup de données sur des choses dérivées. On a parlé par exemple des violences intrafamiliales. Est-ce qu'on a une estimation de ces violences? Est-ce qu'on a une estimation du taux de remplissage dans les métros ou dans les transports en commun? Quelle est la proportion de gens qui vont travailler? Tout ceci pourrait être utile pour trouver les effets secondaires par rapport à l'aspect médical du coronavirus. Évidemment, les risques mortels d'infection sont directement reliés au R0, au nombre de cas symptomatiques. À ce niveau-là, on a assez peu de données. Un certain nombre de cas ont été quand même référencés. On peut penser effectivement au Diamond Princess, dont on a déjà parlé. On peut parler aux Japonais revenus de Wuhan qui ont été intégralement testés. Les Français qui sont rentrés à Wuhan n'ont pas été intégralement testés. On a aussi tout ce qui a été test de température qui permet d'avoir une estimation du nombre d'asymptomatiques et puis de voir si les asymptomatiques, par rapport aux symptomatiques, vont être vont diffuser plus ou non le coronavirus. On peut aussi noter que les risques mortels d'infection, on a vu les causes de comorbidité, par exemple l'obésité, a l'air d'être un facteur important de mortalité, de létalité du coronavirus. Notons aussi que les tests que nous avons actuellement ne sont pas extraordinairement précis. Donc quand par exemple on parle de réinfection, avons-nous des faux positifs dans les premiers tests? Avons-nous réellement des cas? Ceci serait utile de le discuter. Évidemment, à partir de données, on peut avoir énormément d'autres informations. Nous avons ici les entrées-sorties des services de réanimation et on voit que dans un but de gestion de l'hôpital au niveau régional, ceci va nous permettre de mieux gérer l'épidémie.
On voit donc que les courbes du début sont très intéressantes, mais qu'il y a énormément d'autres choses que l'on pourrait avoir. On peut aussi noter que si les données sont publiques, les modèles ne sont pas toujours reproductibles. Il serait bon aussi que les différentes équipes qui mettent les prédictions sur la table permettent aux gens de reproduire leurs calculs. On voit évidemment, le but du modèle va être de prédire. On voit ici par exemple ce que propose l'INSERM pour le déconfinement, suivant les périodes et les stratégies qui vont être utilisées. On voit par exemple que dans tous ces modèles-là, il n'y a pas d'ouverture d'école avant septembre. On a le rêve pasteurien d'un vaccin. On estimerait que les personnes qui ont été infectées ne vont pas être réinfectées. C'est quelque chose que l'on souhaite dans les virus depuis à peu près Peter Panum, qui au XIXe siècle s'aperçoit aux îles Féroé que les personnes âgées ne sont pas soumis à la variole et on déduit qu'ils ont déjà été immunisés dans une précédente épidémie de la fin du XVIIIe siècle. On voit néanmoins dans une étude des années 90 qu'une infection au virus ne permet pas d'avoir une réponse immunitaire qui dure extraordinairement longtemps. On peut donc s'interroger sur la période de non-réinfection et donc dans des modèles type CIR qui sont extrêmement populaires dans cette modélisation du coronavirus où on estime que les personnes qui ont été déjà infectées ne seront pas réinfectées et à partir de là on aimerait faire des tests pour pouvoir voir s'ils peuvent être exposés à la maladie. Il faudrait se poser la question de la durée des anticorps. On a aussi beaucoup discuté, et on discute encore beaucoup, sur l'idée d'application de tracking pour voir les gens qui seraient en contact avec des personnes ayant la maladie. Au-delà de l'aspect éthique, ce qu'on peut voir, c'est qu'il faudrait qu'une proportion importante de la population installe ce genre d'application. Et non seulement il faudrait qu'une part importante de la population installe ce genre d'application, mais que les gens qui sont déclarés symptomatiques se confinent dans une proportion extrêmement importante. En gros, si 30% des personnes se confinent, il faudrait que 90% des cas symptomatiques soient détectés pour pouvoir arrêter l'épidémie. Au passage, on peut quand même noter que tout le monde n'a pas un téléphone portable ou un smartphone et que les populations les plus à risque, à savoir les personnes âgées, sont en général les moins bien équipées en smartphone. À partir de là, on peut regarder ce qu'ont fait d'autres pays, par exemple Singapour, où seuls 15% des personnes ont installé cette application. Donc concrètement, ce genre d'application ne peut être utile que s'il y a une adhésion extrêmement forte au dispositif. On a beaucoup discuté de traitements plus ou moins miracles. On a vu que dans certaines régions, il y avait moins de malades que d'autres, mais c'est comme la grippe. On sait qu'il y a une arrivée des épidémies par l'Est. Donc il y a une longue histoire des essais randomisés. On parle d'équipoise chez Féric Danini, par exemple, ou chez Arthur Charpentier, qui rappellent avec raison que les essais randomisés est ce qui a permis de montrer l'intérêt de la vaccination contre la polio. Et donc il y a une longue histoire du vaccin et de l'essai randomisé. Concrètement, on peut toujours affirmer qu'il y a moins d'essais, moins de patients atteints en Bretagne à cause du beurre salé ou dans le sud grâce au savon de Marseille, mais il serait bon à la fois de voir si ceci est possible ou non. Et dans des cas où on ne peut pas faire d'essais randomisés, par exemple l'effet de l'alcool sur les femmes enceintes, il est arrivé d'autres expériences où on a eu des faux supposés pendant longtemps. Donc le principe, c'est d'avoir une sorte de consensus et non pas que chacun clame sa vérité. Notez qu'on parle beaucoup des données dans la loi Ma Santé 2022, on a eu tout un volet sur les données de santé et on pourrait effectivement s'interroger comment le système national des données de santé, qui a évolué de manière extrêmement forte, va permettre de constituer ce patrimoine collectif au sein de cette expérience de coronavirus. Donc, se préparer, oui, il faut toujours se préparer aux épidémies, mais c'est des phénomènes complexes. Et ce que vont permettre les experts, c'est non pas d'avoir une prédiction de l'avenir basée sur une boule de cristal, mais de voir en fonction des différentes mesures de prévention et de contrôle comment ceci va influencer sur les modèles. Néanmoins, on pourrait aussi s'attendre, et j'espère que cet exposé
y participera, avoir un regard citoyen critique et éclairé sur ces différents modèles et sur ces différentes prévisions. Concrètement, on peut voir ça comme une guerre, et dans ces cas-là, ce que vont permettre les modèles, c'est de lutter contre le brouillard de la guerre, pour reprendre l'expression de Clausewitz, mais surtout, ce qui serait utile, c'est d'avoir une pensée statistique qui permette d'avoir une vision par rapport à ça. Donc, si l'on voit aussi cette pandémie, non pas comme une guerre, mais comme un test de notre humanité, pour reprendre la version du président allemand, on peut aussi le voir comme un test de notre capacité à intégrer une information scientifique. En attendant, je ne peux que vous répéter le conseil qu'en avril, ne te déconfine pas d'un fil